Bonjour à tous. Alors, je suis Élodie Jacques, thérapeute corporelle. J'accompagne les chefs d'entreprise notamment à remettre l'humain au centre du travail avec des salariés en bonne santé, efficaces et motivés. Je suis aujourd'hui avec Michel Odoul. Bonjour Michel. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Qui ne connaît pas Michel Odoul, mais pour ceux qui nous suivent, voilà, vous êtes auteur, conférencier notamment et fondateur de l'Institut français du Shiatsu. Oui, voilà, je suis quelqu'un, vous évoquiez le monde de l'entreprise, je suis quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. Je suis un ancien cadre supérieur qui un jour a rencontré l'Orient et les réponses que l'Orient apportait justement au stress rencontré dans le monde du travail, notamment à travers une pratique particulière qui s'appelle l'aïkido, qui est un art martial. Et j'ai eu la chance d'avoir comme premier grand maître d'aïkido un maître de shiatsu qui s'appelait Nakasano Sensei. Et c'est avec lui que j'ai rencontré les philosophies de l'Orient, et notamment la capacité de cette vision du monde de ne jamais dissocier les liens qui existent entre le corps et l'esprit, et de comprendre donc combien, à travers nos comportements physiques, nous avions des conséquences au niveau psychique, et qu'à travers nos modes de penser le monde, il y avait des conséquences sur le plan organique. Et de là, on a découlé, bien entendu, ce qui a fait une partie de la notoriété qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité à donner du sens à ce qui nous arrive parfois sur le chemin de la vie à travers des pathologies, des maladies ou des faits traumatiques qui, en priori, semble-t-il, ont toujours un sens. Oui, tout à fait. Et notamment le best-seller, le livre que vous avez écrit, Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, qui est mon livre de chevet. Et où vraiment on peut faire le lien justement entre finalement voilà, tous les bobos du quotidien qui a priori on a l'impression que c'est normal d'avoir mal à la tête, que c'est normal d'avoir mal au ventre, que c'est normal voilà, d'avoir des petits bobos. Et finalement, on se rend compte que tout ça, ça a un sens précis et qu'on ne se fait pas ça par hasard. Voilà, en sachant bien entendu qu'il est clair qu'il est, comme vous dites, entre guillemets normal d'avoir, par exemple, de temps en temps une migraine ou des tensions dorsales, parce que le corps est un vecteur d'expulsion et d'évacuation de tensions internes, peut-être un petit peu plus profondes que celle du ressenti premier de la douleur. Et qu'en cela, c'est un émonctoire qui est formidable, c'est un outil qui est majeur, et à travers lequel quelque chose au plus profond de nous est en train de procéder à du nettoyage. Et donc, lorsque j'ai une fois une migraine ou que je me réveille un matin avec une tension dorsale, ça n'est pas très très grave, c'est simplement le signe qu'il y a quelque chose qui vit en moi et qui est en train de procéder à ce nettoyage. Là où il y a une véritable question de sens qui a besoin d'émerger, c'est lorsque ce genre d'inconvénients, de désagréments se répète ou augmente en intensité. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça signifie qu'au-delà de l'effort d'élimination et d'évacuation qui se passe par notre corps, il y a une tension un petit peu puissante qui existe en arrière-plan et qui, elle, a besoin que le sens qui va émerger de cela nous permette de faciliter son travail de nettoyage. Et c'est là où il devient important d'être capable de s'arrêter quelques instants pour réfléchir au sens de ce qui nous arrive. Et c'est vrai que le livre que vous citez est un livre qui a eu un écho et qui a toujours d'ailleurs un écho, parce qu'il est sorti il y a 25 ans, ce qui est donc quelque chose qui ne nous rajeunit pas, mais il a toujours un écho formidable et j'en suis ravi, montrant combien ça répond sans doute à un vrai besoin, puisque ce besoin n'est pas simplement franco-français. J'en suis actuellement à, je n'ai plus combien de pays en tête, mais il est traduit en américain, il est traduit en chinois dans les deux chinois, le mandarin est complexe, il est traduit en vietnamien, il est traduit dans la plupart des pays d'Europe, il est traduit au Vietnam, en fait, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que son contenu a une sorte d'universalité parce que justement il ne se place pas dans des références qui sont des références mais dans la capacité à comprendre qu'il y a une universalité d'un certain nombre de mécanismes et d'un certain nombre de faits biologiques qui, de la même manière que quand je bois un verre d'eau, à un moment donné, j'aurai une nécessité à évacuer une partie de ce liquide à travers les urines,
eh bien, lorsque j'ingère un certain nombre de vécus et de situations, il y en a une partie qui sera sans doute gérée par les structures fondamentales que portent les reins et que porte la vessie. C'est-à-dire qu'il y a une véritable universalité de la grille référentielle. Et justement, puisque on voulait parler voilà, du burn-out, puisque c'est un peu mon sujet de prédilection, et comment expliquer en fait qu'on arrive à ce stade, enfin le burn-out c'est quand même le stade ultime, c'est un point de rupture au niveau du corps. Est-ce qu'il y a des signes avant? Est-ce que voilà, on n'a pas tendance à ignorer tous les signes qui nous ont été donnés avant? Bien sûr, il n'y a jamais aucune manifestation d'ordre physiologique qui n'apparaît et émerge comme ça brutalement sans qu'il y ait eu des signes avant-coureurs. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous sommes dans des quotidiens dans lesquels la course à l'échalote et le bruit que nous faisons dans nos vies nous empêchent de percevoir ou d'entendre les signaux qui peuvent émerger des profondeurs, voire les minimalisent, les moquent, leur enlèvent l'importance qu'est la leur, ou essayent de les fuir, avec tous les comportements que cela peut générer, comme le tabagisme, l'alcool, le sport à outrance, la suractivité, etc., etc. Le processus du burn-out est un processus très, très particulier. C'est un processus extrêmement dévastateur parce qu'il touche non seulement le corps, mais également l'esprit. C'est-à-dire que c'est la signature, en fait, d'une usure fondamentale, profonde, de ce qu'on va appeler la batterie interne, c'est-à-dire de la capacité pour l'individu d'avoir une énergie vitale suffisante pour se mettre en mouvement et pour avoir envie de mordre dans la vie à pleines dents. Il y a derrière le burn-out une usure progressive et une perte des repères de survie fondamentaux. C'est-à-dire que le burn-out ne se construit pas par hasard. Il émerge, il est la résultante de sociétés qui sont les sociétés qui sont les nôtres, telles que nous connaissons aujourd'hui. Les premiers spécialistes du burn-out ont été les Japonais, ils appelaient ça le karoshi, et c'était une manière avec laquelle la suractivité et la surdramatisation de la demande sociétale qui pouvait peser sur l'individu japonais au départ finissait par le conduire à l'oubli de soi pour ne plus être que dans le surinvestissement par rapport au devoir qui était le sien. Et c'est ce qui conduisait justement plus de 10 000 personnes par an au Japon il y a quelques années à mourir, c'est-à-dire être assis à leur bureau et d'un seul coup, plaf, quelque chose se débrayait et la personne s'effondrait, morte. Le burn-out que nous connaissons aujourd'hui en Occident a suivi ces ornières-là. Il a quelques critères de base qui font qu'on est amené à l'écouter un peu plus tôt auparavant que cela pouvait se passer dans la société japonaise. Mais il est toujours le résultat de la même chose. C'est une progression qui est en 5 étapes. Il faut savoir tout d'abord qu'un individu, sur le plan social ou sociétal, il a un besoin fondamental qui est celui d'être reconnu. Donc, pour être reconnu, il va tenter de séduire, de plaire et de correspondre à certains critères. À partir du moment où il a obtenu un petit peu de cette reconnaissance, il va chercher à travers elle à être aimé. C'est-à-dire, il va en fait associer la qualité qu'on peut porter à lui, l'attention qu'on peut lui porter, non pas à ce qu'il est, mais à ce qu'il fait. Il va donc chercher à être aimé à travers ce qui est son faire et son action et son agir. De ce fait-là, il va en oublier ses propres besoins. Il va commencer à restreindre son espace vital et petit à petit, il va aller vers une identification quasi charnelle à ce qu'il est à travers son faire et à travers son activité, la manière dont il est connu et reconnu, avec une espèce de peur viscérale de fond derrière qui est celle éventuellement que s'il ne répond pas à une demande qu'il finit par dramatiser lui-même, eh bien quelqu'un le fera à sa place et qu'il risque de ce fait d'être mis en péril charnel, c'est-à-dire en risque. À partir de ce moment-là, pour pouvoir continuer à occuper cette place qu'il croit qu'il doit occuper fondamentalement parce que c'est une question de survie pour lui, eh bien, il va en perdre les repères essentiels qui sont les repères de son territoire de vie et notamment la capacité à poser des limites aux choses. Un des critères qui permet de repérer qu'un burn-out arrive, c'est quand l'individu commence à ne plus être capable de faire la dissociation entre le personnel et le professionnel. Il commence à amener du travail à la maison, puis ensuite il commence à grignoter sur les week-ends, etc., etc. Cette capacité à poser les limites, c'est aussi une capacité de survivance. C'est la capacité de l'instinct de survie fondamental que l'individu perd. À partir du moment où il a perdu cela, il n'a plus qu'à une chose, il ne reste qu'une seule issue, c'est d'aller vers le fait qu'il va aller puiser dans ses ressources les plus profondes, et c'est là où il touche au bas de l'épuisement. Et cet épuisement-là, et bien entendu, une fois qu'on l'a atteint,
conduit. Moi, j'ai des patients qui étaient dans burn-out, ou je me rappelle d'une patiente il n'y a pas très très longtemps qui me téléphonait en urgence alors que je ne reçois plus en consultation. Je lui dis, écoutez, je ne reçois plus en consultation, mais que vous arrive-t-il? Elle me dit, écoutez, voilà, ça fait 2 matins de suite que quand je marche sur le trottoir et que j'entends l'autobus qui arrive, je me dis que finalement, ça serait pas mal si je faisais un pas à gauche. Et là, je me suis dit, voilà, là, je suis vraiment dans la signature, dans cette espèce de cri d'alarme qui est celui d'un burn-out total. Et évidemment que malgré mon emploi du temps, je lui ai demandé de venir aussitôt. Et je l'ai amené, bien entendu, à comprendre que le burn-out, ça n'était pas une simple fatigue. C'est une déstructuration profonde de l'être, une désagrégation profonde des repères fondamentaux que nous avons à nous et aux vivants. Et que ça, pour pouvoir être, on va dire ça, entre guillemets, traité ou soigné, ça a besoin de passer par des étapes de reconstruction progressives qui vont permettre à l'individu de reconstituer l'ensemble des repères qui ont été désagrégés par son comportement. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment important d'expliquer que c'est pas une simple fatigue parce que c'est des signes d'apparence physique qu'on voit pas forcément. Et puis, c'est souvent associé juste à une fatigue passagère ou… Oui, sauf qu'il y a un moment donné, quand on est dans le véritable burn-out, même si la personne a envie de se lever pour y aller, son corps lui dit stop. Oui. Son corps lui enlève les moyens. Le système neurovégétatif, le système endocrinien dans le corps coupe la relation à l'énergie parce que le moment d'après, c'est la mort. Oui, tout à fait. Et puis, des témoignages de personnes qu'on a vues en burn-out disent vraiment « je me sentais brûlée de l'intérieur ». Enfin, c'est vraiment… C'est ça. C'est la terminologie, c'est-à-dire que c'est comme un fusible qui a trop chauffé. Aujourd'hui, les gens ne savent plus ce que c'est qu'un fusible. Les fusibles, c'était un petit fil de plomb qui, quand il y avait une intensité de courant qui était trop forte par rapport à lui, il fondait. Et donc là, il y avait une véritable rupture du lien entre deux pôles, énergétique et électrique. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, c'est-à-dire qu'il y a des fusibles psychiques qui fondent, et donc il y a une rupture de soi, c'est-à-dire qu'il y a une perte profonde de la conscience même de l'individu et de la conscience de l'identité, de sa capacité de préservation de l'identité. Et c'est ce qui conduit, dans certaines formes de burn-out, les gens au suicide. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ce que je suis, les repères fondamentaux de moi-même, mon sens de l'individu, de l'individualité, se morcellent tellement qu'à un moment donné, je n'ai plus de prégnance et de conscience du futur, donc aucune raison de me préserver dans l'instant. Et le risque, malheureusement, qui est un risque majeur, c'est que nous sommes dans un monde et dans une société dans laquelle nous avons des moyens de croire régler la chose simplement en retardant l'échéance, en anesthésiant le ressenti. Soit à travers des comportements qui sont des comportements alimentaires, des comportements de tabagisme, des comportements d'alcool, des comportements compulsifs de tous ordres. Ça peut être le sport à outrance, qui est une véritable violence que l'on se fait à soi, et qui, par les endorphines qu'elle crée une illusion, parce que ça amène à ce moment-là la sécrétion d'hormones de la récompense, et qui amène effectivement au même système, qui est le même système que celui qui est derrière le burn-out. Et donc, il y a peut-être déjà pour les personnes qui sont atteintes par cette problématique de burn-out, déjà à remettre à plat un certain nombre de repères fondamentaux et de repères vitaux, à réapprendre à définir ce qu'est un champ territorial, à définir ce qu'est un espace de vie, définir ce qu'est une peau sur le plan physique et sur le plan psychique, c'est-à-dire ce qui est capable de faire la frontière entre moi et le reste du monde et les autres. Et donc de ma capacité à dire non, de ma capacité à fermer la porte de mon bureau, de ma capacité à rester tranquille dans une chambre, de ma capacité à m'isoler dans un territoire dans lequel, comme on le faisait d'ailleurs avec les grands malades qu'on envoyait en sanatorium pour récupérer, etc., c'est-à-dire d'être dans des environnements dans lesquels, à travers la moindre sollicitation des sens, à travers la capacité à un sommeil restauré, eh bien, je vais pouvoir reconstruire quelque chose au plus profond de moi-même. Parce que ça a été détruit, ça a été déstructuré. Tout à fait. Et justement, vous parliez notamment voilà, des palliatifs qui n'en sont pas, notamment à travers les médicaments. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui sont en burn-out et qui, notamment, on est des gros consommateurs en France d'antidépresseurs,
Voilà, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça aide pas du tout? Ah ben, vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de dire pardon, aux praticiens que je forme dans mon institut, si vous avez quelqu'un qui est en face de vous et qui fait un infarctus, c'est bien de lui dire de se mettre en lotus et de faire des asanas, mais c'est mieux qu'il prenne de la trinitrine. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la force de la médication chimique, c'est d'être capable de traiter les états de crise. Et en cela, donc, elle peut être parfois profondément utile. La médication chimique pose deux problèmes. C'est quand elle est prescrite à tort et à travers, ça c'est la première des choses, ou quand elle sert de béquille pour éviter d'avoir à faire le travail qu'il y a à faire. Parce que le problème, c'est que la béquille, la plupart du temps, devient la prothèse. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une dépendance qui fait qu'on va avoir de plus en plus de mal, voire en être dans l'incapacité la plus totale, de recouvrer véritablement l'état de santé qui nous permettra de nous débarrasser de ces médicaments. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier de dire à tous ceux qui sont déjà sous ce genre de médicaments et depuis un certain temps, qu'il n'est absolument pas question qu'ils les arrêtent sans être en prise avec leur médecin et se faire accompagner pour lui pour cela. C'est-à-dire que la prise de conscience de ce qui se joue, le travail que l'on va faire pour se reconstruire et se reconstituer, tout ce qui va être mis en place, doit se faire bien entendu en prise avec lui, parce qu'il y a un moment donné où lui sera capable de conseiller, de dire voilà, là je crois qu'effectivement maintenant, vu ce que vous me dites, vous allez pouvoir diminuer vos doses, vous allez pouvoir supprimer telle plage ou telle plage de médicaments, etc. Pour ce qui est des autres qui n'ont pas encore commencé les traitements, c'est de vérifier, de valider à minima avec un deuxième avis si ce qui leur est prescrit est pertinent, ça c'est la première des choses, et quelle est la portée de ce médicament. C'est-à-dire que le médicament peut être très très utile s'il est adapté et s'il est prescrit à des dosages et pour des périodes qui sont des périodes établies. Mais s'il est destiné uniquement à permettre à l'individu de continuer le même comportement au quotidien, eh bien c'est la même chose que la personne qui se tape sur un doigt avec un marteau et qui prend un anesthésique pour ne pas ressentir la douleur et ainsi pouvoir continuer à se taper sur le doigt avec le marteau. On est dans quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et il faut bien comprendre que le burn-out, ça n'est à nouveau pas le simple surmenage. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un jeu, on n'est pas dans quelque chose dans lequel on peut se dire, avec un peu de développement personnel ou avec un petit peu de soin de ci, de ça, je vais arriver à sortir de ça. Non, les techniques de développement personnel, les techniques comme le shiatsu, les techniques énergétiques, peuvent être un apport majeur dans le traitement du burn-out, etc. Mais quand il s'agit d'un véritable burn-out, elles ne peuvent pas être seules et suffisantes, elles ont besoin d'être accompagnées pour ensuite pouvoir, lorsque ce sera le moment venu, prendre la place qui sera la place nécessaire qui est la leur, et ensuite accompagner la personne pendant un certain temps. Parce que le burn-out ne se récupère pas en quelques semaines, le burn-out ne se récupère pas en quelques mois. Un véritable burn-out, c'est en termes d'années que les choses se chiffrent. D'accord. Oui, c'est important de le préciser. Besoin aussi d'une bonne phase de repos, parce que le corps est vraiment tellement fatigué avant d'entamer un travail sur soi qui est quand même pas confortable, quoi. Il n'est pas confortable parce que la première des choses qui sera majeure, ça sera d'aller identifier quelle était l'insécurité viscérale que l'on a rencontrée qui nous a conduit au comportement propice au burn-out. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a été touché par le burn-out, une des premières phases et une phase importante de la reconstruction, elle passe par l'isolement et par le silence, par la solitude et par le silence. Nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés grégaires, bruyantes et agitées. Sauf que ces sociétés grégaires, bruyantes et agitées, elles produisent de la déstructuration du fond. Parce que nos structures fondamentales, que ce soit sur le plan corporel, ce sont les structures osseuses, ou que ce soit sur le plan psychique, ce sont les archétypes fondamentaux qui sont à l'intérieur de nous. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de moments de profondeur, de silence et de paix pour pouvoir se réorganiser et se restructurer. C'est d'ailleurs le rôle naturel et majeur du sommeil. C'est un moment justement où on débraye tout ce qui est le vivant bruyant externe pour rentrer dans une phase dans laquelle quelque chose qui est au plus profond de nous va pouvoir commencer son travail de remise en perspective, de ménage, de réorganisation, de restructuration. Ça s'appelle le champ de l'inconscient, ça s'appelle le monde onirique, ça s'appelle les phases de récupération du sommeil paradoxal. Ces phases-là, nous avons besoin de les transposer dans nos quotidiens également.
Or, nous ne savons plus être dans ces moments de silence. Nous quittons le travail, de l'agitation, etc. Nous montons dans les transports en commun où nous circulons dans le bruit de la rue. Nous montons dans notre voiture où la radio s'allume. Nous arrivons chez nous, nous dînons devant la télévision dans le bruit, etc. Et avant de nous coucher, nous mettons la radio ou nous regardons un film plus ou moins excitant et plus ou moins énervant. Nous sommes en fait en train de constituer petit à petit un trou profond à l'intérieur de nous dans lequel le burn-out va pouvoir allumer son feu. Oui, sans compter qu'avec toute la surstimulation, si on ajoute encore les écrans des portables avant de dormir, finalement, enfin, voilà, on rencontre quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil actuellement, alors que, comme vous dites, le sommeil est censé aider le corps à récupérer de toute la sursollicitation de la journée. Donc, étant donné qu'on n'a pas cette vraie récupération, forcément, ça devient à un moment donné compliqué, quoi. Oui. Et dans ce travail-là, je pense qu'en dehors de ce que vous faites et que vous leur apportez, je pense qu'il y a sur le plan physiologique et sur le plan biologique des choses qui sont à faire. Alors ça peut être bien entendu, entre guillemets, je vais prêcher pour ma paroisse, mais il est évident qu'aller suivre un praticien shiatsu pour une séance mensuelle est quelque chose de fondamental, mais ça peut être également simplement aller se promener dans des musées pour aller voir des œuvres d'art. Il existe au Japon aussi ce qu'on appelle la sylvithérapie, c'est-à-dire on peut aller se promener en forêt, on peut aller dans des espaces dans lesquels une sorte de calme intérieur va pouvoir venir nous nourrir. On peut s'inscrire à un cours de yoga ou de qigong, c'est-à-dire il faut se trouver les manières avec lesquelles nous allons générer dans nos vies des espaces dans lesquels les éléments et les énergies du feu vont rentrer en calme et en sérénité, en tranquillité et en reconstruction. Oui, tout à fait. Ce qui est important de préciser, c'est vraiment le travail sur le corps. Parce que j'ai rencontré des personnes qui sont venues me voir, par exemple, après avoir suivi une psychothérapie pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans des fois, et qui me disaient ben, j'ai bien aimé parler, mais il me manque quelque chose, je sens que je ne vais toujours pas mieux. Et finalement, on se rend compte que sans un travail corporel, il manque une partie du travail. Sans travail corporel, il manque une partie du travail. Sans travail psycho-émotionnel, il manque une partie du travail. C'est-à-dire que nous sommes une cohérence psychosomatique et la manière avec laquelle on peut répondre à nos souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, ne peut être que psychosomatique. Sinon, une partie du soin manque et est manquante, et donc la zone de faille eh bien, va réactiver la fragilité de ce qui a été traité ou de ce qui a été travaillé. Mmh. On ne peut pas traiter un comportement compensatoire alimentaire ou tabagique uniquement en mettant des patchs ou en se créant des interdits. Il va falloir aussi aller travailler sur ce qui est à la source de ça et à l'origine de cela. On ne peut pas travailler uniquement sur la source et l'origine des choses sur le plan psycho-émotionnel sans se donner des outils et des moyens techniques pour, dans le réel et dans le quotidien, réguler les comportements. Oui, tout à fait. C'est vraiment un reset en fait des comportements qu'on avait auparavant. Voilà. Sinon, on va droit à la rechute, quoi. Absolument. Quel conseil vous donneriez justement à quelqu'un, pas forcément à des personnes qui sont vraiment en plein burn-out, où là, c'est vraiment la partie la plus compliquée, mais disons qui ont peut-être un pied dedans et qui sont pas, voilà, qui sont pas complètement dedans. Quel conseil pourriez-vous donner justement pour pas aller jusqu'à l'irréparable? Si on voulait faire un conseil simple et basique, je dirais ralentir. Ralentir tout. Le problème quand on est dans ces vécus-là, c'est que on perd la capacité à la vision objective de ce que l'on a et de ce que l'on est. On s'est tellement identifié à une place ou à un faire qu'on va dramatiser. Je suis désolé, là, il y a des instabilités sur le... Vous m'entendez ou pas là? Oui, oui, moi je vous entends. Non, parce que j'ai des coupures, c'est pour ça. D'accord. Oui, donc il y a besoin de calmer, hein,
de ralentir tous les schémas et les principes de vie. Par conséquent, il peut y avoir des techniques extrêmement basiques et simples, c'est de dire, voilà, le matin, quand je démarre, je me dis que j'ai X choses à faire. Eh bien, je décide de n'en faire que les 2/3. À ce moment-là, va bien entendu émerger une espèce de terreur qui va dire, ah ben oui, mais je ne vais pas faire mon devoir, ou je ne vais pas remplir, répondre à ce qu'on attend de moi. Et là, il faudra véritablement se poser la question qui est la question fondamentale, qu'est-ce que je risque? Il faut essayer de dédramatiser les peurs viscérales qui émergent à ce moment-là. En n'oubliant pas que de toute façon, le fait de tirer sur la corde conduira à ce dont on a peur, c'est-à-dire au fait de ne plus être capable de tenir sa place. Que de toute façon, l'échéance, ça sera celle-là. Et que par conséquent, à ce moment-là, si on voulait poser une hypothèse absurde, quitte à ne plus être capable de faire ce que l'on a à faire, et donc de ne plus être aimé pour cela, eh bien, autant y aller en bonne santé. Oui, c'est une bonne, un bon. Ben oui, parce que nous sommes, si vous voulez, dans une manière avec laquelle l'hyperexcitation, l'addition. Regardez, vous savez, c'est assez terrible ce que l'on voit aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes dans la rue. Dans la rue, vous voyez des gens qui suivent leur téléphone portable, en fait. Ils ont le téléphone portable au bout de leur main, ils ne regardent plus la rue, le nom de la rue, etc. Ils suivent la carte Google qui est dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont dans l'autre main? Ils ont en général un gobelet en carton avec une paille. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous vous rendez compte que les gens ne sont plus présents du tout à l'instant où ils sont et qu'ils sont en permanence en train de courir après quelque chose. La deuxième des choses que l'on voit à travers ça, et c'est une des composantes majeures aussi du burn-out, c'est le morcellement. C'est-à-dire qu'ils sont une main dans quelque chose qui appelle un sens qui s'appelle le visuel et dans l'autre main quelque chose qui s'appelle le gustatif. Et ils sollicitent en simultané des sens qui n'ont pas à travailler en même temps et à travailler ensemble. Il de morcellement intérieur. Et le morcellement intérieur, c'est le début de la perte d'énergie et de la fatigue fondamentale. On dit d'ailleurs en médecine chinoise que la santé, c'est l'unité et que la maladie. Ah, il y a une petite coupure. Oui. Donc, vous disiez en médecine chinoise? On dit en médecine chinoise que la santé naît de l'unité et que la maladie naît du morcellement. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir à l'ici et maintenant et d'être présent à chaque chose que l'on fait. Si je suis en train de me déplacer dans la rue, je me déplace dans la rue, je ne fais pas autre chose. Si je suis en train de déjeuner, je déjeune. Je ne suis pas en train de regarder quelque chose sur mon téléphone portable, d'envoyer des SMS, d'écouter de la musique ou de lire un journal. Si je suis en train de lire un livre, je lis ce livre. Je ne suis pas en train en même temps d'écouter de la musique, c'est-à-dire de faire que, en fait, les sens se suradditionnent, ce qui fait qu'aucune des densités profondes de ce qu'ils sont censés apporter ne peut parvenir en moi parce qu'elle est saturée et parasitée par ce que les autres sens amènent. Il faut donc que je réapprenne à réinstaurer dans mon quotidien ce qu'on va appeler une progression des choses, une progressivité et une capacité à être ce que l'on a à être dans l'instant où on est là. À la fin, ça a été un peu coupé. Mais oui, c'est vraiment refaire toutes les choses en pleine conscience, en fait. Moi, je me souviens, à l'époque où je travaillais en entreprise et où j'ai fait un burn-out, c'était je mangeais en même temps que je continuais à travailler parce que voilà, parce qu'il fallait surtout être le plus rentable possible et même la pause repas, c'était déjà trop, quoi. Bien sûr. On se rend compte que tous ces comportements additionnés, ça sature complètement le cerveau du fait de travailler en pensant à la liste de courses ou en pensant à l'heure où on va chercher les enfants, manger en travaillant parce qu'on ne voudrait surtout pas perdre 15 minutes à manger. Enfin, ça devient vraiment, voilà, ça sature complètement, quoi.
Là, ça coupe beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de... Oui, je crois qu'on a des interférences. La technique joue contre nous aujourd'hui. Oui, oui, oui. Est-ce que vous auriez voilà, une dernière chose à nous partager sur ce sujet ou sur l'impact des émotions en général? Je crois que vous allez devoir reposer votre question. Je disais, est-ce que vous aviez autre chose à nous partager? Je crois que vous allez devoir reposer votre question, parce que j'ai rien entendu. Ah, vous m'entendez là? Un petit peu mieux. Ok, je vais tenter de reposer la question. Oui. Est-ce que vous avez une dernière chose à nous partager sur l'impact des émotions en général, par exemple? Bien, écoutez, si j'ai bien compris votre question, si j'ai quelque chose à rajouter sur l'impact des émotions et sur ce lien que cela a avec notre corps, on dit en médecine traditionnelle chinoise qu'il y a 5 émotions fondamentales qui sont la colère, la joie ou la passion, l'envie, la tristesse, la peur. Et chacune d'entre elles s'appuie et est en lien avec 5 organes fondamentaux qui sont le foie, le cœur, la rate, les poumons et les reins. Et on dit que l'émotion, c'est ce qui met en mouvement l'individu et donc ce qui génère et impulse le fonctionnement de l'organe, mais que trop d'émotions blessent l'organe. C'est-à-dire que dans une sorte d'économie intérieure, l'émotion est en lien avec la même énergie que celle qui permet à l'organe de fonctionner. Si j'ai un vécu émotionnel qui est intense, mon champ émotionnel va appeler toute l'émotion qui est disponible, ça va se faire aux dépens de l'organe. Et l'organe va à ce moment-là s'effondrer. On connaît très bien cela à travers notamment ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé ou le Takotsubo. Et maintenant, la science a même démontré que les gens qui vivent une séparation, qui vivent une situation difficile et brutale, eh bien, sont des personnes... Ah, excusez-moi juste une seconde, je vais couper le téléphone. Voilà. Excusez-moi. Et on dit donc en médecine chinoise que l'émotion extrême peut blesser l'organe. On connaît ça maintenant dans la médecine occidentale. Il y a une étude qui a été faite par l'université d'Aberdeen et qui a démontré que le syndrome du cœur brisé, c'est quelque chose qui existe réellement, c'est-à-dire que les personnes qui vivent par exemple une séparation qui est une séparation vécue avec intensité, voire brutalité, ou la perte d'un être très très cher, eh bien, ont réellement des fibres musculaires cardiaques qui se déchirent. C'est-à-dire qu'il y a donc une vraie réalité. Hein, j'ai mis ça j'ai mis cet article-là, par exemple, sur ma page Facebook, si des gens veulent aller le voir. C'est un truc qui est très troublant parce qu'on voit là combien il y a une vraie réalité. Nos grandes-mères le savaient, elles savaient ça pertinemment. Nous le savons aussi. L'estomac, par exemple, c'est l'organe qui sert à digérer les éléments et la nourriture matérielle. Et bien sur le plan psychique, c'est celui qui nous sert à digérer la matière psychique, c'est-à-dire les informations en lien avec le monde matériel, etc. Et regardez comment les choses se passent. Si j'ai trop mangé à midi, ben je peine à réfléchir l'après-midi. Et si je suis quelqu'un qui passe son temps à réfléchir ou à vouloir gérer et maîtriser la matière, comme le font souvent les hommes d'affaires, eh bien je vais me faire un ulcère à l'estomac. Et on voit combien il y a une espèce d'économie interactive entre les émotions, et c'est ça que j'ai mis dans mon livre, à savoir que, bien entendu, lorsqu'une zone corporelle est tensionnelle, elle est en train de signer que, sans doute, une partie de l'énergie qui était destinée au bon fonctionnement de l'organe, eh bien, elle est partie vers le pan psychique qui avait besoin de cette énergie-là, et ça s'est fait aux dépens de l'organe. Et donc, lorsque celui-ci s'est fragilisé, voire tombe malade ou s'effondre, il est en train de nous crier que sans doute quelque chose a été vécu avec trop d'intensité ou que quelque chose a besoin d'être pacifié et tranquillisé en nous. Et c'est là que commence le travail. Et c'est là que commence le travail, qui est en fait finalement peut-être rien d'autre que le travail d'être un être humain. C'est-à-dire quelqu'un qui apprend à gérer, à pondérer, à accepter et à considérer que les choses ne sont pas des dus, mais ce sont des conquêtes permanentes que nous avons à faire. De même que la station debout est un effort permanent, des fibres musculaires travaillent en permanence pour que nous tenions debout, et bien la rectitude chez un être humain, c'est aussi un travail permanent. Oui, tout à fait.
Bah, je vous remercie énormément pour voilà, toutes ces informations et cet apport d'expérience que vous nous avez permis aujourd'hui. Merci à vous d'avoir eu envie de me demander de parler sur ces choses qui me passionnent tant. Et puis j'espère bonne récupération à toutes les personnes que vous prenez en charge. Michel Odoul. Merci Elodie. Au revoir. Voilà.